dans la forêt, dans les maquis. Il y en a qui sont au pays. Vous comprenez? Et qui n'ont pas eu le temps même de dire, hein, à cœur ouvert, que voilà Ndenge Babomi nous est. Moussousou Bapanzani, les gens tels que les Kakouji sont morts sans rien dire. Ils ont même rendu un mauvais service à leurs propres frères. Batouné Tiba, Mwenze Kongol. Bakomi Kokota, c'est qu'au côté, il y a des bouddhistes. Bateau va comploter contre le musée. Mais il y a un problème quelque part. Les gens n'ont pas compris que le combat contre le nationalisme est bandagi depuis 60. Et que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est vraiment le néocolonialisme à l'état pur. Et beaucoup encore plus corsé, hein? Plus corsé. Parce que le Colabango, la communauté internationale, la colonialiste, et tout ça, etc. Le nous devons maintenant coopérer d'État à État avec le respect qui est dû à chacun. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Bonakaumbu, tu parlais tout à l'heure du néocolonialisme et tu as même donné l'exemple du chien, du loup. Est-ce que tu peux en revenir un peu? Mais l'histoire du néocolonialisme, nous le vivons au quotidien, tous les jours. On rentre un peu dans notre terroir, dans notre cosmogonie bantou. Vous connaissez l'histoire de loup et du chien. Mais ce sont des frères. Ce sont des frères. Le chien a laissé son frère dans la forêt pour aller servir les intérêts, hein, de l'homme. Bon, les intérêts de celui qu'on appelle aujourd'hui le maître du chien. Et le maître du chien dresse le chien contre son frère qui est dans la forêt, qui est le loup. Parce que le chien a préféré être dans cette civilisation de maître, donc comme on peut dire, du colonisateur. C'est-à-dire être au chaud, profiter de ce que le maître a mis à table et tout ça, hein, il dort avec le maître, il mange avec le maître, il se promène avec le maître dans le jardin, il est content. Il a même droit au goûter. Mais il a même droit au goûter. De 15h ou 16h. Au souper. Il a le droit au sommeil aussi parce que on lui fait un lit douillet, un chien qui dort là. Alors, quand le maître dit, mais demain, on va aller chasser donc les cerfs ou les antilopes et tout ça, mais cette région-là, il y a les loups aussi qui partagent avec nous les mêmes gibiers. Qu'est-ce que tu penses, monsieur le chien? Il dit, mais on va le traquer. Il oublie que c'est son frère. Il dit, on va traquer ce loup-là. Et il va avec le maître pour aller traquer le loup qui est son frère. C'est ce que nous avons vécu depuis 1960. Voici qu'un homme surgit comme ça, qui s'appelle Patrice Emery Lumumba, surgit sous les discours prophétiques de Simon Kimbangu. Il dit, mon pays doit être libéré. Mon pays doit être libre. Mon pays doit s'affranchir de cette colonisation. Le colonisateur le tue, arme son propre frère. On a connu les Mobutu. Comment expliquer un homme comme Kandolo, qui était le particulier de Lumumba?
lorsque on renverse le gouvernement Lumumba, Kandolo se retrouve ministre de l'Intérieur dans cette histoire de montée de toutes pièces de commissaires généraux. Devenu ministre de l'Intérieur. Comment pouvez-vous comprendre que dans cette histoire, on tue Lumumba avec la complicité de Mobutu? Un homme comme Marcel Lengema, Lengema était un lumumbiste, mais Lengema devient l'ambassadeur itinérant. Parmi les meilleurs ambassadeurs de Mobutu, c'était Lengema. Lengema a fait ce qu'on appelle le jeu. Les Kandolo et les autres ont fait le jeu de chien et contre son frère le loup. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on explique le néocolonialisme? Depuis 1960, le maître a dit, bon, écoutez, nous allons continuer à combattre vos frères le loup avec vos propres crocs. C'est ainsi que Mobutu a participé à ce complot macabre pour tuer, pour participer à l'assassinat du premier ministre, le premier ministre du peuple, qui est Patrice Emery Lumumba. Et puis, ceux qui ont armé Mobutu lui ont dit, petit, on va te gratifier. Le travail que tu as fait, c'est comme ça. Mobutu a fait 32 ans. Et pendant 32 ans, combien de nationalistes sont morts? Si vous voyez comment on a tué Lumumba, on n'a pas vu le corps, on l'a dissous dans l'acide sulfurique. Il y a même un Belge qui a eu ce qu'on appelle l'outrecuidance de sortir ses dents. Qui a montré les dents de Lumumba comme un trophée. Et les Congolais ont regardé comme ça. Personne n'a réagi. Et ça, je reviens même sur le film que vous voyez qu'on est en train de projeter ici à la télévision suisse romande. Sur l'histoire du Congo depuis Léopold II jusqu'à nos jours. On a montré comment on a émasculé les Congolais. Comment on a coupé les mains des Congolais. À l'époque léopoldienne, pour enrichir l'Europe, pour enrichir ce monsieur-là. Les Congolais ont perdu plus de 10 millions de leurs. C'est un génocide. Mais c'est un génocide. Comment peut-on qualifier? Les juristes sont là. Les juristes là, il y en a aujourd'hui. Les Tshisekedi, les Kambanda Gérard, tous les meilleurs juristes. Les Congolais, ce sont des gens qui sont entrés dans les plus grandes universités jusqu'à aujourd'hui, à Oxford, à la Sorbonne, partout et tout ça, etc., qui ont fait les meilleures formations, les meilleures études. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur pays? C'est un pays qui est vraiment le pays le plus riche, mais le plus sinistré du continent noir. Mais lorsque d'autres Congolais qui se sont battus pour qu'il y ait l'indépendance et tout ça, etc. La génération de Kimbangu et de Lumumba et tout ça. Ces gens-là n'étaient pas bardés des diplômes. Hein. C'était leur esprit, leur force de l'esprit. Et ce sont eux qui ont combattu le colonisateur jusqu'à le mettre à genoux pour que le pays soit libre et que la génération future trouve un pays libre où il fait bon vivre. Mais ce sont ces Congolais-là qui sont bardés des diplômes, qui sont devenus donc les chiens du colonisateur. Et qui maintenant dominent, tuent, volent, pillent avec l'envahisseur les richesses au détriment de leurs propres frères, au détriment du peuple congolais. Est-ce que vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire là-dedans? Donc, c'est-à-dire, ce que je viens de voir comme une image ici, un monsieur Kengo et monsieur Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Chez nous, dans la cosmogonie bantou,
ce qu'on vient de voir là, ça s'appelle la sorcellerie. Ça s'appelle l'envoûtement. On est en train d'envoûter le peuple congolais. Et c'est grave, ça. C'est ça, ce que nous venons de voir. Il faut développer un nouveau vocabulaire. C'est-à-dire nettoyer. Nettoyer, c'est-à-dire, comme on dit en lingala, soki salite leki mingi na lopango, luka otimola libulu obwaka yango. Lopango est comme un péto. Comprenez ça? Un monsieur comme Kengo, d'abord, la constitution sur laquelle lui est en train de gérer un des organes les plus importants du pays, qu'on appelle le Sénat. Il y a un article, moi je n'ai pas fait les études de droit, qui dit que ne peut prétendre à la magistrature suprême tout Congolais né de père et de mère congolaise. Dites-moi, quelle est l'origine de père de Kengo? Quelle est l'origine de la mère de Kengo? Nous savons tous que Kengo est un blanc. Son papa n'a pas la nationalité congolaise. Lui-même qui nous montre en tout cas là où il s'est fait naturaliser pour qu'il soit congolais réellement. Et sa mère est d'origine Tutsi. Donc, que dit alors cette constitution de Liège? Bien que élaborée à l'étranger, en dehors des notables congolais, bien préparés dans les officines ici, comme d'habitude, comme du temps de Léopold II. Léopold II n'avait jamais piétiné le Congo. Mais ils se sont retrouvés donc en Allemagne pour décider du partage de l'Afrique, alors qu'il n'y avait même pas un Congolais à Berlin en ce temps-là. Donc, quelque part dans leurs officines ou bien dans des salons ici pour décider du destin de tout un peuple. Nous sommes un peuple issu d'une grande civilisation. On ne peut pas nous traiter de cette manière-là. Ce qui vient de se passer avec Tshisekedi et Kengo, ça ne doit pas échapper à la vigilance du Congolais. Les Congolais doivent ouvrir les yeux pour voir comment on est en train de les ensorceler. Comment est-ce que les enfants du pays sont des complices de la mort, du pillage, de la spoliation, de la chosification du peuple congolais. Kengo, il y a eu un mandat d'arrêt international. C'est un homme qui a commis des crimes. D'abord, ce sont des usurpateurs, des imposteurs, comme le petit bonhomme qui est aujourd'hui à la tête du pays. Kengo a trahi plusieurs fois. Il a commis des crimes économiques. Il a commis des crimes même de sang. Mais c'est étonnant. Je me suis prononcé lors d'une interview quelque part pour dire, mais cet homme-là, comment il circule encore? Il devait se retrouver en prison. Il fallait... Mais ce genre de personnage, je crois qu'il nous aide maintenant à organiser une véritable révolution. C'est-à-dire, quand on prendra Kengo et qu'on le pend en public, le peuple congolais maintenant qui dort va comprendre que non, c'est vrai, il faut une révolution pour libérer totalement ce pays. Et c'est ce qui va se faire. Parce que nous savons effectivement ce qui va se passer d'ici là. Le petit Rwandais qui est à la tête du pays a déjà posé son décor, c'est-à-dire la terre brûlée. Élection ou pas élection. Être élu ou pas être élu, il est là. Et ça se voit. Et les Congolais, voient-ils ce qui se passe? Alors nous qui voyons, nous savons que cette histoire doit pousser le Congolais à comprendre quel est l'avenir qu'on réserve au Congo avec une telle classe
de politiciens. Le Parlement congolais, le Sénat congolais, le Parlement en général, les deux chambres, ce sont des amorphes, ce sont des invertébrés. Ils ont couvert des crimes les plus abominables. Comment peut-on aller aux élections au moment où Kahemba n'est pas encore rentré dans le camp du Congo? Comment peut-on aller aux élections au moment où Chabunda, c'est les bottes de l'armée rwandaise? On voit les symboles effectivement de la balkanisation. Comment est-ce que le pays est sous la botte de l'étranger? Nous avons soutenu ici, appuyé le rapport mapping, ici à l'ONU, à Genève. Dites-moi quelle est la voix d'un membre du gouvernement congolais, même c'est lui-même qui a la tête, qui a pu aussi montrer qu'il appuie ce rapport. Personne. Donc c'est un gouvernement qui travaille pour les intérêts des Occidentaux, qui travaille pour le projet machiavélique de la balkanisation, qui travaille pour l'occupation, le peuplement des villages congolais, puisqu'on a tué tellement de Congolais qui sont partis. Il y a plus de 2 millions qui errent comme ça là. Et dans tout ça, on ne parle pas de la révolution. On parle des élections. Quelles élections? Les élections organisées par un pouvoir d'occupation. Même Tshisekedi lui-même devait comprendre que c'est un pouvoir d'occupation. À quel jeu il joue? À quel jeu tous ces gens-là jouent avec le peuple congolais? Nous allons les traquer. Nous demandons au peuple congolais de se mettre debout pour une révolution populaire. C'est cette révolution populaire-là qui va marquer définitivement la libération de notre peuple. Cette révolution-là entre dans la logique du message de Simon Kimbangu, libérer les Noirs. Ça entre dans la dynamique du discours de Patrice Lumumba en 1960. Il faut réveiller toutes ces valeurs-là. Ce sont ces valeurs, lumumbistes, les valeurs kimbanguistes, de Simon Kimbangu, pas de l'église Kimbangu, donc de Simon Kimbangu en tant que messager direct de Dieu pour libérer le peuple du Congo. C'est en cela que nous pouvons espérer que notre pays aura réellement franchi ce qu'on appelle la véritable étape, l'étape de la véritable révolution et de la liberté. Paul, je voulais savoir, est-ce que était-ce une erreur de M. Etienne Tshisekedi d'avoir rencontré Kengo Adondo? Non seulement c'est une erreur, mais c'est un comportement des sorciers, ça. Puisque les sorciers, chez nous, ils mangent même leurs propres enfants. Et il va tromper que c'est son petit frère qui a mangé, ils vont commencer à faire des trucs comme ça. Mais c'est une erreur monumentale. Tshisekedi connaît Kengo, l'histoire de la conférence nationale souveraine. Lorsqu'on a Tshisekedi et Kengo étaient ensemble dans l'USORAL, donc dans l'union sacrée de l'opposition en cette période-là. Comment est-ce que Kengo Adondo est devenu Premier ministre à la place d'Etienne Tshisekedi qui était élu par la conférence nationale? Si Kengo était vraiment logique avec ses engagements, pouvait-il accepter vraiment cette troisième voie? La troisième voie qui était soutenue par encore un prélat catholique. En fait, puisqu'on parle de catholiques, vous ne remarquez pas que toutes ces religions, ce sont des religions néocolonialistes. C'est des religions qui obéissent toujours au diktat de l'impérialisme. Jamais ils n'ont pensé dans tous nos forums, dans tous les états généraux, où il y a des prélats du pays, les enfants du pays qui doivent présider, il n'y a que les protestants ou les catholiques. Et les Congolais sont toujours aujourd'hui sous
cette croyance-là, bon, Monseigneur Mosengo, Monseigneur Marini, Monseigneur... Il y avait encore un autre, le premier c'était pasteur Kalonji Mutambaïwa, pasteur Kabongo, des trucs comme ça. Mais jamais, jamais quelqu'un qui sort de l'église fondamentalement congolaise comme le Kimbanguiste. Pour dire, voilà l'église des enfants qui émane carrément du jus, du sucre, de l'énergie, hein, de la biologie congolaise, de l'anatomie congolaise. Non, ce sont des églises qui ont vu le jour lorsqu'il y a eu, je ne sais pas moi, le concile de Constantinople en Europe, et lorsqu'il y a eu Martin Luther King ici en Europe, et tout ça, etc. C'est qui c'est de la réforme et tout ça, des histoires qui se sont passées dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations, à l'étranger, pas avec la présence des Congolais, mais c'est les Congolais qui font avaler ça, qu'on fait consommer ça. Alors que nous avons toute une histoire de la spiritualité congolaise. Mais il n'y a pas que les Kimbanguistes, il y a les Kitawala, il y a les Mpadi, il y a les Kitawala, il y a les Kitimbiri, hein? Hein? Okay. Il y a nos valeurs ancestrales, ce que nous sommes. Les Asiatiques sont devenus forts, très forts, parce que ils sont rentrés dans leurs racines culturelles, spirituelles. Avez-vous déjà entendu un catholique chinois qui s'appelle Paul, Jacques et tout ça, même s'il est catholique? Les prélats des églises chrétiennes en Chine sont nommés par le parti, par le comité central du parti communiste chinois. Pas par Rome, puisque Rome c'est quoi? C'est de l'impérialisme pur et simple. Est-ce qu'il y a eu au moins des Congolais, il y a eu cette volonté d'apporter ce message aux Congolais? Pour que la libération doit être d'abord la libération de l'esprit. Est-ce qu'on a apporté ce message de libération de l'esprit pour dire les Congolais viennent de quelque part, d'une grande civilisation, d'une grande spiritualité de Nzambiampungu. Ils connaissent Nzambiampungu, Vidiamukulu, Maweja, hein? Ils connaissent Mungu, ils connaissent Nzakomba, hein? Les valeurs de chez eux. Dites-moi, vous avez déjà vu un blanc qui porte le nom de Moulongo, de Moulongo Moulunda, ici en Europe? Comme ça je porte, non. Mais ce sont les Moulongo qui portent les Freddy, ce sont les Kaumbo qui portent le nom de Paul, les autres. Mais jusqu'à quand cette libération? Jusqu'à quand? Mais essayez d'ouvrir un peu les yeux. Essayez de vulgariser ce message. La libération va commencer d'abord par là. Vous ne croyez pas, à vous entendre, vous ne croyez même plus aux élections qui auront lieu dans 60 jours? Est-ce que les élections de 2006 ont apporté quoi aux Congolais? Ils ont renforcé l'imposture. Les élections de 2011 vont encore décupler ce renforcement de l'imposture. Je n'y crois pas. Ce n'est pas la panacée, les élections. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des élections. Le peuple congolais a parlé au stade. Ils ont dit à M. Etienne Tshisekedi, puisque c'est lui qui se gargarise pour dire démocratie, liberté, tout ça. Écoutez le souverain, tout ça. Le souverain, c'est le peuple qui a parlé. Il a dit, Yachichi, Kamata Ebwake na Rwanda. Qui avait dit ça? Aucun parti politique ne l'a dit. Le peuple a dit, Kamata Ebwake na Rwanda. C'était ça, pour moi, l'élection. C'était... M. Tshisekedi a, dernièrement, il a manqué 3 rendez-vous. Le rendez-vous de 8 décembre, quand il est rentré à Kinshasa, après 3 ans de maladie en Europe.
il a appris pendant ce temps que son pays est sous la botte, qu'on a tué, qu'on a violé, qu'on a... Pour un véritable patriote, pour un véritable patriarche, Mboka Wane Ali Aye pouvait descendre pour dire « Mon peuple, j'ai beaucoup appris ». Et j'ai même appris que cet enfant n'est pas l'enfant de Kabila, donc voilà. C'est un usurpateur, c'est un imposteur. Il a amené encore d'autres occupants ici, les Rwandais, les Ougandais, les Tanzaniens et compagnie qui dominent, qui sont maintenant infiltrés dans nos services spéciaux. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Prenez-vous en charge. Nous avait dit, en 72 heures, je ne vais plus voir les Rwandais sur notre territoire. Et ils sont partis comme de petits frétins, il y en a qui traversent. Mais qui a ouvert encore la porte pour qu'ils reviennent? C'est des Congolais, traîtres, qui ont composé avec des tueurs rwandais et tout ça, qui ont tué l'enfant du pays, le soldat du peuple. On l'a fusillé sur son propre territoire. Quelle humiliation! Comme on avait tué encore Lumumba sur son propre territoire. Et les Congolais ne revendiquent pas ça. Les Congolais ne se vengent pas. On est en train de tuer les meilleurs de nous. Alors, ceux qui ne sont pas défenseurs de leurs propres frères, ce sont des traîtres. C'est l'histoire du chien et du loup qu'on venait de parler tout à l'heure. Mais il faut maintenant une véritable révolution populaire. Cette révolution populaire doit nettoyer cette racaille. Donc, c'est-à-dire, cette classe politique doit disparaître pour refonder le pays, pour remettre dans le paysage une nouvelle classe des Congolais, bien cuirassés, bien préparés de manière à ce qu'ils ne puissent pas trahir leur propre nation, leur propre patrie, qu'ils puissent imposer le respect dans la région où nous avons été humiliés pendant autant d'années. Viol de nos mamans, viol de nos sœurs, viol de pillage, spoliation, chosification, avilissement de tout un peuple. Il y a un travail fou à faire pour remonter, pour que le Congo reprenne sa véritable dimension africaine et sa véritable force donc dans les concerts des nations de la planète. Oui, mais Joseph Kabila l'a fait. Il a été dernièrement à la 66e session des Nations Unies. Il a parlé au nom du Congo, non? Mais il a parlé au nom du Congo en tant qu'imposteur. Qu'est-ce qu'il a? C'est un discours minable. Un discours du corbeau et le renard. Puisque lui-même, tout ce qu'il lit, est-ce qu'il comprend ce qu'il lit ou ce qu'il récite? Hein? C'est un petit robot qu'on gave avec des discours comme ça. On lui dit, bon, prends le temps 2 jours, répète ça demain. Parce que ces gens-là qui écrivent ce discours, soit ce sont carrément ces Congolais-là, ces traîtres congolais qui sont autour de lui, hein, qui sont universitaires. Hein. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a un adage qui dit, si à la tête d'une nation trône un connard, un ignare, tous ceux qui l'entourent, même si ils sont docteurs en ces sciences-là, ils vont refléter l'image de celui qui a la tête. Je vais te donner l'exemple encore, un homme comme Léopold Sédar Senghor. Lorsque ce monsieur a été élu président du Sénégal, le Sénégal était devenu le rayonnement de la culture nègre partout dans le monde. On pouvait parler de la négritude avec fierté. On pouvait parler en tout cas de la fierté d'être homme noir, de s'affirmer en tant que tel, grâce à Léopold Sédar Senghor, grâce à Aimé Césaire, à Léon Gondras et à tant d'autres, à Frantz Fanon et tout, à Lumumba, à Patrice Emery Lumumba, à Nkrumah, à Cheikh Anta Diop. Ça, ce sont des références qui font la fierté de l'homme noir de l'Afrique.
Mais mon ami Freddy Boulon, quand il me parle d'un petit imposteur qui est venu avec des bottes de caoutchouc, on l'a vu, dressé pour tuer. Puisque tout ce qu'il sait, il faut tuer. Il y a un ami qui vient de publier un article assez épatant, assez historique. On dit que ce monsieur est un psychopathe, c'est-à-dire est un malade. C'est quelqu'un qu'on a inoculé le virus du crime. Et alors un homme comme ça, qui porte des antivaleurs, qu'est-ce qu'il peut aller dire à l'ONU au nom des Congolais? Le Congo est un grand pays. Le peuple congolais vient d'une grande civilisation avec des hautes valeurs. Ce n'est pas nos valeurs, ça. Nous ne pouvons pas voir à la tête de notre pays un homme qui incarne les antivaleurs. Le mensonge, voilà, la sodomie, les crimes et tout ça. Non. Mais pourtant, ces hommes congolais de valeur, il y en a eu quand même 3000 qui sont allés à Kingakati pour... Ce ne sont pas des hommes de valeur. Ah bon? Non, non, ceux qui sont allés à Kingakati, celui qui fréquente Kingakati est un chien, c'est tout. Qui peut fréquenter un homme, un ignare comme le petit imposteur rwandais là? Non, ces gens-là, ce sont des gens qui vont aller, comme je le dis ici, en notre cosmogonie bantou, de tels comportements, ce sont des comportements des sorciers. Ce sont des gens qui vont aller, pour aller comploter contre leurs propres frères, pour qu'eux puissent garder le plus de privilèges possible au détriment de la grande masse, au détriment des ayants droit qui sont les Congolais, le peuple congolais. Mais ça, mon cher Freddy, tu ne peux pas dire que ce sont des gens de valeur, ça. Ça, ce sont des miasmes. Ce ne sont pas des gens de valeur. Ce sont des gens qui méritent qu'on les élimine, donc ils doivent disparaître du paysage congolais. Le Congo, c'est pas ça. Mais le Congo, c'est ce que nous allons faire demain. Vous allez voir. C'est ce Congo-là. C'est pas le Congo d'aujourd'hui que vous voyez là. Le Congo que nous ferons, c'est le Congo qui va refléter le discours, le message de Simon Kimbangu. C'est le Congo qui va refléter le discours, le message de Patrice Emery Lumumba. C'est le Congo qui va refléter le véritable discours du nationalisme, c'est-à-dire la protection des biens qui appartiennent au peuple congolais. Le peuple congolais maintenant travaille pour le bonheur des autres et lui crève dans la misère. Alors qu'il est assis sur un coffre-fort. Et le Congo, c'est une mamelle qui nourrit maintenant le monde occidental. Pendant ce temps, les Congolais crèvent de faim. Non. Le Congo de demain, ça sera différent. D'abord, les enfants du pays doivent bien jouir de tout ce que la nature leur a donné. Et ensuite, partager aussi avec les autres. Parce que nous incarnons cette humanité. Aujourd'hui, nous voyons par exemple le Somalien qui crève de faim et on voit derrière les Blancs qui viennent pour aider tout ça. Les Blancs ici, tout le temps, ils font des grèves et tout ça puisque leur gouvernement n'arrive pas à assouvir leurs besoins. Mais comment ils peuvent seulement aller assouvir? Les Somaliens et tous ces gens-là devaient être pris en charge par les Congolais puisque le Congo est riche. Si le Congo était libre, on ne pouvait pas parler des Médecins sans frontières, de UNICEF, de tout ça. C'est le Congo, puisque le Congo a cette mission d'aider les autres pays d'Afrique. Mais pourtant, Bonaparte, lorsqu'on se réfère à la dernière interview de Adolphe Muzito dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, il dit très clairement que le Congo c'est un pays pauvre et il ne voit pas comment est-ce que le Congo peut s'en sortir. C'est Muzito qui est pauvre, c'est pas le Congo. Muzito est pauvre d'esprit, pauvre de lui-même, pauvre de tout ce qu'il est. Muzito ne peut pas vraiment être à cette place-là. La place du Premier ministre, là. Cette place-là reviendrait à un Congolais qui doit incarner la grandeur du Congo. Le Congo n'est pas pauvre, nous le savons très bien.
le Congo est toujours riche, ce sont les Congolais qu'on a appauvris par une classe politique des rapaces, comme lui. Comme son oncle qui a trahi Lumumba, Gizenga, qui parle de Palu sans démontrer que le Palu devrait vraiment être parmi ces partis nationalistes qui devaient démontrer effectivement le véritable message de Lumumba. Mais le Palu est devenu un parti tribal. C'est toujours les Ngwashi, tout ça qui parlent. Gizenga a trahi Lumumba depuis 60. Gizenga a trahi Lumumba depuis la révolution à Kisangani. Lorsque nous avons engagé carrément la libération du pays dans les Kwilu contre l'impérialisme belge et américain, tout ça, Gizenga et à Kisangani, à Saint-Léville à l'époque, Christophe Gbeigné et Gizenga, ce sont ces gens qui traitaient avec la CIA au détriment de la révolution. Et vous allez me dire aujourd'hui que Gizenga peut prétendre parler au nom de valeurs lumumbistes. Non. À plus forte raison, son neveu qui est aujourd'hui Premier ministre à sa place, un ultra libéraliste, puisqu'il compte je ne sais pas combien de régies immobilières. Ça, c'est une manière de se moquer du Congo. Ça, ce sont des chiens qui se moquent de leurs frères. Mais, vous savez, comme j'avais dit l'autre fois, chaque chose a un début et une fin. Tout ce que vous voyez, ce ne sont que des marques de la fin de règne. Ils sont carrément paniqués, ils sont en débandade. Ça va se faire d'ici là. Ça va se faire d'ici là, vous allez voir. Et même ceux qui sont en train maintenant de faire des réunions secrètes la nuit pour un gouvernement de transition. Chez nous, on n'a pas besoin d'un gouvernement de transition. Il faut une révolution, d'abord, pour mettre sur pied un gouvernement intérimaire. Des saluts publics. Intérimaire des saluts publics. C'est-à-dire que ceux qui vont former ce gouvernement auront pour mission baliser le futur du Congo. Et ils ne se présenteront pas comme candidats à n'importe quel... non, ils vont tout mettre en place et s'effacer pour dire voici le Congo, c'est celui-là. La transition a commencé depuis 60. Il n'y a que des transitions en transition. Ça, c'est ce qu'on appelle en tout cas le jeu de dupes. Le jeu de dupes. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ça entre carrément dans cette logique de Sun City. Après Sun City, nous voyons ce qui s'est passé. La transition a duré combien de temps? Il y aura encore une transition. Depuis la conférence nationale souveraine, il n'y a que des transitions en transition. Non, il faut qu'ils arrêtent de se moquer de notre peuple. Il faut qu'ils arrêtent. C'est le message que je leur envoie. Il faut qu'ils arrêtent, parce que demain, nous prenons les choses en main. Alors, Paul, revenons un peu sur le cas de Gizenga. Il a été Premier ministre de Joseph Kabila. Il a travaillé pendant 600 jours. Et là, il s'est rendu compte qu'il était trop vieux pour continuer. Alors, il a cédé la place à son neveu. Est-ce qu'il n'aurait pas dû, déjà, vu son âge, ne pas accepter cette fonction, hein? La fonction de Premier ministre, c'est quand même une fonction dynamique. Est-ce que peut-on parler de l'âge en politique? Non. Moi, je crois que ce qui compte, en tout cas, c'est la capacité de l'homme, hein, de garder intactes les valeurs, hein, qui l'identifient. C'est vrai que physiquement on peut être affaibli et tout ça, etc. Mais mentalement on peut toujours être dynamique. Mais en ce monsieur-là, et le physique, et le mental, et
tout est carrément au point mort. Au point mort. Donc, il était en train de vivre l'étape de la sénilité. C'est un sénile. Il ne pouvait pas comprendre qu'il est déjà fini. Je viens de vous le démontrer. D'abord, les hommes qui incarnent de grandes valeurs, ce sont des hommes qui sont d'abord modestes, qui ne sont pas là tentés par l'attrait de l'argent. Ce monsieur a démontré effectivement qu'il fallait qu'il passe là pour qu'il puisse aussi renflouer donc ses poches. Aujourd'hui, Gizenga, c'est quelqu'un qui va mourir tranquille, puisqu'il a de l'argent. Et puis, cet argent est maintenant encore garanti et bien géré par son neveu, qui règne sur un empire immobilier. C'est les Crésus congolais actuellement. Bien sûr, en peu de temps, c'est ça ce qui est malheureux dans notre pays, c'est qu'il y a l'enrichissement facile en peu de temps. Donc les gens croient qu'il faut faire de la politique pour s'enrichir. Dans la refondation du Congo, nous devons carrément balayer cette manière de concevoir la politique. La politique, ce n'est pas un domaine où les gens vont aller pour s'enrichir. Ils vont aller pour servir le peuple, pas pour s'enrichir. C'est là où j'ai dit que c'est le règne des antivaleurs. Des antivaleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas par les élections que nous allons carrément garantir les valeurs qui sont les nôtres. Les élections avec un pouvoir d'occupation, c'est la pérennisation des antivaleurs. Comprenez? Donc, je mets les Gizenga, les autres là, dans le même sac, le sac des antipeuples, hein? Le sac des gens qui sont dans les antivaleurs, hein? Dans le sac de gens qui ont trahi les meilleurs d'entre nous. Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Pierre Moulele, hein, Laurent Désiré Kabila. Comprenez? D'où maintenant la véritable libération du pays, c'est-à-dire la deuxième indépendance. C'est ce qui doit se faire cette année. Le 28 novembre, là, si c'est le 28 novembre, c'est une date, oui, symbolique qu'on marque. Mais, je peux vous dire, ce n'est pas une date qui fera la joie des Congolais. Ça ne fera pas la joie des Congolais. Alors qu'est-ce qui risque de se passer après les 28 novembre? Il faut qu'il se passe absolument. D'ailleurs, c'est du côté où j'admire un peu les combattants de l'UDPS. De ce côté-là, ils sont en mouvement, ils agissent, ils sont en train de bouger. L'ennemi qui est en face tremble. Il a suffi seulement que celui qui a la tête de l'UDPS dise seulement, maintenant faites un peu, prenez-vous en charge et jetez tous ces gens-là, donc tous ces imposteurs dehors. Ça se fait. Je suis certain que nous allons faire la révolution sans Tshisekedi, mais avec l'UDPS, avec les combattants de l'UDPS qui sont sur terre. Et vous m'en donnerez raison. Ça sera ça, à partir du 28 ou après 28. Alors, que répondez-vous à tous ceux qui disent que les résistants, les patriotes et les combattants, c'est parce qu'ils sont jaloux de ceux qui sont au pouvoir, jaloux aussi de la médiocrité qui existe au niveau du régime. C'est cette jalousie qui pousse à faire des déclarations, des manifestations. Qu'en pensez-vous? La résistance s'inscrit dans une dynamique de libération. La résistance congolaise actuelle fait partie de l'accomplissement de la prophétie de Simon Kimbangu. Ça ne s'est jamais passé comme ça à l'étranger. Vous allez le remarquer. Dans l'histoire de notre pays, tous les régimes qui se sont succédés n'ont pas rencontré une telle résistance de la jeunesse congolaise à l'étranger.
Ça, c'est quelque chose d'emblématique, de formidable, qu'il faut absolument souligner en lettres rouges, en lettres d'or. C'est nouveau. C'est ça le signe. Ça montre le signe d'une véritable libération. Donc, de la deuxième indépendance. Parce que tous ces roitelets-là, qui ont trahi les idées, qui ont trahi les idéaux, qui ont trahi le message des meilleurs d'entre nous, vont maintenant se rendre compte que ils sont au bout de leur mensonge, au bout de leur imposture et tout ça. Et que les vrais enfants du pays sont en train maintenant de s'organiser. C'est-à-dire ce qu'on appelle la sélection naturelle des vrais enfants du pays. Parce que le pays là appartient aux Congolais, à tous ces jeunes-là. Ça, c'est l'accomplissement de la prophétie de Simon Kimbangu. Parce que c'est notre libérateur. C'est celui que Dieu avait envoyé pour libérer le Congo et le peuple noir. Il faut que les Congolais se mettent en tête que c'est ça. Le reste, c'est le jeu du diable. C'est le jeu satanique qui va se consumer d'ici peu. Mais le Congo reviendra entre nous. C'est-à-dire, il n'y a aucune jalousie. Moi, comment peut-on être jaloux à partir du moment où la maison de votre papa est occupée par les étrangers qui mangent tout ce qui est dans le frigo, qui croquent et tout ça? Il n'y a pas de jalousie. Il y a ce qu'on appelle la réaction de la légitime défense. Il y a ce qu'on appelle de mettre hors d'état de nuire ces envahisseurs qui sont venus prendre le patrimoine familial. Donc, il n'y a pas de jalousie qui soit. Il y a une légitimité. Là, c'est ce qu'on appelle le comportement légitime des enfants du pays. Et ça, ils sont dans la directe ligne de la bénédiction de Dieu. Puisque Dieu a dit, défendez carrément la terre que je vous ai donnée. Il en a fait pour les enfants d'Israël, il en a tout ça. Pour les enfants du Congo, c'est ce qui est en train de se faire. Parce que le Congo n'appartient pas aux Burundais, aux Rwandais, il appartient aux Congolais. Puisque Dieu est un Dieu de l'ordre, ce qu'il a fait, c'est normal. Tout ce qui s'est passé là, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que les Congolais sont là chez eux. Et les voleurs viennent, ils veulent s'imposer, ils vont partir. Et les Congolais reprendront leur pays entre leurs mains. Et ça sera comme ça. Mais le fait que les régimes en place achètent des armes et tout ça, ça ne vous fait pas peur? Non, ça ce sont des armes matérielles. Nous avons les armes spirituelles. Les armes... il y aura un tsunami, ça va, non, il ne faut jamais compter. Vous savez, la France, qui est l'une des grandes puissances occidentales, a échoué dans la guerre d'Indochine. Hein? Le pays qu'il a colonisé. Ces gens-là n'avaient pas les armes que la métropole avait. La grande puissance occidentale comme les États-Unis d'Amérique a échoué dans la guerre de Vietnam. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils avaient comme armes, ces Vietnamiens? Ils avaient leurs ancêtres dans la tête. Ils avaient du Vietnam dans leur tête. Ils n'avaient pas de l'américain. Ces armes-là sont fabriquées par les étrangers. Nous les combattrons comme ceux qui apporteront. Celui qui vient avec ces armes est un étranger. Mais nous, nous sommes Congolais. Nous avons des armes de nos ancêtres à nous. Il ne faut pas vous en faire pour ça. Ils peuvent venir avec tous ces ferrailles-là et tout ça. Ça va disparaître. Et d'ailleurs, nous prendrons ça, c'est avec ça que nous allons, en tout cas, armer les enfants du pays. Donc, c'est-à-dire, comme ils ont fait, le petit là, il a trahi depuis longtemps, hein, à Puerto, hein, il a vendu le plan de l'armée congolaise. Nous avons perdu plus de 25 millions, donc, en matériel militaire et tout ça.
Bon, au Kivu, à Mouchake, il a fait la même chose. Mais les Congolais sont toujours là. Même si il faut qu'ils extirpent toutes les racines des Congolais, mais les Congolais sont toujours là. Nous avons un esprit, nous avons une arme terrible, redoutable. Quand je parle là, certaines personnes me comprendront, ils savent de quoi je parle. Il y a une arme terrible qui va mettre en débandade des armes qui viennent de l'étranger. Ils savent. Ils savent que c'est ça. Au moment où je parle, ils savent. Il y a des gens qui sont quelque part là qui savent. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que non, les résistants, les combattants, les patriotes sont incendiaires, ils sont extrémistes, ils sont agressifs, ils sont tout? Non. Ils agissent légitimement. Pourquoi on doit parler de résistants qui sont incendiaires, qui sont ceci? Au moment où celui qui a la tête du pays, l'imposteur, tue lui-même à Kingakat, Tungulu, il a tabassé de lui-même de ses propres mains ce garçon à Kingakat, jusqu'à ce que la mort s'ensuit. Et il a flingué lui-même ces combattants-là. Lui a donné un coup de grâce lui-même. Et nous savons même, parmi ces gens, parmi tous ces tartuffes-là qui sont autour de lui, il y a quand même les gens qui ont quand même un brin de conscience congolaise et qui nous informent. Nous savons ce qui se passe à Kingakati. Nous savons ce qui se passe à l'ANER. Nous savons ce qui se passe dans le MIAP, des MIAP, si c'est des MIAP. Nous savons. Alors, eux, ils peuvent tuer, mais les enfants du pays qui sont dans la légitime défense, qui réagissent parce qu'on a tué Freddy Moulongo, on a tué Cheikh Mundouki, on a tué... Ces gens-là sont vraiment des bandits. Mais il faut arrêter. Ça, ce sont des discours impérialistes, ce sont des discours mensongers. Ils sont dans la légitime défense. D'ailleurs, je viens de vous le dire, en tout cas, mon ami Freddy, que c'est l'accomplissement de la prophétie de Simon Kimbangu. C'est la débandade dans les camps de l'imposture. C'est ça. Mais ils nous tuent tous les jours. Tous les jours. Nos mamans sont violées. Nos filles sont violées. Nos enfants sont violés. Nos richesses sont spoliées. Donc, ces gens-là, on va les dire quoi? Ce sont des hommes d'État ou quoi? C'est des bandits de pure espèce. C'est des bandits de pure espèce. À côté de cette jeunesse congolaise qui s'est mise debout ici à l'étranger pour sensibiliser les gens qui soutiennent ces régimes de bandits-là. Pour dire, mais écoutez, les gens que vous soutenez là-bas, regardez ce qu'ils font. Mais dès qu'ils arrivent ici, nous allons agir, puisqu'ils ont tué les nôtres. Non. Il ne faut jamais accréditer un tel discours, que les résistants sont carrément dans leur légitime défense. Et d'ailleurs, le combat qu'ils mènent, c'est un combat noble. C'est un combat noble. C'est un combat de libération nationale. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, Bwana Paul, quelles sont les choses qui vous tiennent à cœur, que vous pourriez partager avec nous avant les mots de la fin? Apporter ce message aux jeunes Congolais, à toute la jeunesse congolaise. Il n'y aura pas d'élections qui apporteront le bonheur à notre peuple maintenant. Parce que ceux qui organisent ces élections sont des occupants. Ils obéissent à un pouvoir de l'imposture. Comprenez? Il faut qu'ils se mettent debout. Demain, il y aura une révolution. Et la révolution populaire avec eux, parce que c'est eux les ayants droit, c'est le peuple congolais qui doit se libérer lui-même. Ce peuple a vu ce qui s'est passé en Tunisie. Un jeune Tunisien s'est immolé parce que le pouvoir dictatorial a carrément arraché le peu qui lui restait.
il s'est immolé. Tout le peuple est descendu dans la rue et ce pouvoir est tombé. Comprenez? Que le peuple congolais regarde ce qui se passe dans ce printemps arabe, au Yémen, en Syrie. Celui de Syrie a tué, mais il y a toujours le peuple dans la rue. Il y a toujours le peuple dans la rue, jusqu'à ce qu'il tombe totalement. Et en ce moment-là, c'est toujours le peuple qui aura toujours les dessus. Le peuple congolais, qui n'ait pas peur de la mort, puisqu'il meurt tous les jours ici. Les Congolais meurent tous les jours. Mais la mort, qui sera celle de la révolution, comme disait un grand artiste musicien du Congo-Brazzaville, Franklin Bukaka, disait que toutes les morts n'ont pas la même signification. Mais la mort qui sera la nôtre, lorsque nous allons libérer le pays d'un, ça sera une mort qui n'est pas comparable aux autres morts. Ça sera une mort digne, héroïque et tout ça. Et c'est cette mort-là, c'est à partir de ce combat-là de libération que nous écrirons nous-mêmes notre histoire. Et on va nous respecter à travers l'Afrique et à travers partout dans le monde. Voilà le message que je peux vous envoyer et que je peux partager avec les Congolais. Et les mots de la fin, monsieur Paul Kaombou? C'est ce mot-là de la fin que je vais vous dire. N'ayez pas peur. Comme disait un certain prélat catholique, Jean-Paul II. oui, Jean-Paul II, le Congo appartient aux Congolais. Le Congo n'appartient pas. Le Congo doit être au-dessus de tous ces gens-là, les Kengo, les Tshisekedi, je sais pas moi, tous ces imposteurs-là, les Khmer et tout ça. Voilà comment vous vous êtes laissé vraiment berner par même des gens comme les Khmer. Puisque chez nous, nous savons que c'est lui qui vient de la montagne là-bas, nous l'avons vu venir. Comment vous pouvez l'admettre que lui prenne ma place, prenne votre place? Non. Écoutez, le mot de la fin, c'est celui-ci. Écrivons notre histoire en tant que peuple congolais. Et que cette histoire soit digne de nous. Pour imposer le respect. Parmi tous ces pays qui nous ont humiliés. Et pour que nous puissions compter aussi, pour qu'on puisse nous respecter à travers le monde, parce que tous ces pays du monde savent que nous sommes la mamelle de la planète. Mais nous n'allons pas quand même ouvrir nos portes comme ça, que les gens viennent se servir, sans que nos propres enfants puissent profiter du lait de leur maman. Je termine là. Et je rends hommage à la maman congolaise.